Bienvenue, c'est un peu une première pour le Brabant wallon de pouvoir expliquer ce tout nouveau projet que nous avons là maintenant. Alors donc bienvenue à tous pour cette journée mondiale des TCA, puisqu'on le fait le 2 juin, et le 2 juin c'est la journée mondiale des TCA, donc TCA, troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie et hyperphagie. Et donc nous avons décidé d'organiser cette journée pour les citoyens et les services de la première ligne. Ça se passe dans le cadre de ce nouveau projet Trajet de soins au niveau des troubles des conduites alimentaires et la mise en place d'une équipe EMAS. On va vous expliquer exactement ce que c'est qu'une équipe EMAS au niveau de notre réseau. C'est mis en place en fait dans tous les réseaux intersectoriels en santé mentale pour les enfants et les adolescents. Alors pour le Brabant wallon, le réseau pour les enfants, le réseau de santé mentale intersectoriel pour les enfants et les adolescents, ça s'appelle Archipel. Voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et il y a pour chaque province en fait un réseau. Alors je ne vais pas vous donner tous les petits noms, mais donc il y en a un sur Bruxelles pour ceux qui viennent de Bruxelles qui s'appelle Brustar. Il y en a un sur Liège qui s'appelle Réalisme. Sur le Hainaut c'est Réseau. Sur Luxembourg c'est Mathilda. Donc on a vraiment Kirikou pour Namur. Comme ça je les cite tous. Et il y a ça du côté francophone et il y a ça aussi du côté néerlandophone. Alors, les réseaux, ils émanent, quelques mots quand même, les réseaux, ils émanent de la nouvelle politique en santé mentale. Elle est plus si jeune que ça, puisqu'elle a été mise en place en 2015. Donc, nouvelle politique en santé mentale pour les enfants et les adolescents sur toute la Belgique. Alors, vous avez peut-être entendu, il y a différents projets qui ont été mis en place. Les équipes mobiles, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui sont vraiment pour les enfants et les ados de 0 à 23 ans. Il y a un projet dans le Brabant wallon qui s'appelle le Cabane, un projet qui sont pour les jeunes en transition, l'âge de transition, donc de 16 à 23 ans. Et ici, on a un tout nouveau projet, le trajet de soins, qui a été mis en place pour les troubles des conduites alimentaires. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on met tout d'un coup ce trajet de soins en place au niveau des troubles des conduites alimentaires ? Il faut savoir que la pathologie au niveau des troubles des comportements alimentaires, c'est une pathologie en santé mentale dans laquelle il y a le plus de décès. Alors décès qui sont en lien évidemment avec des troubles métaboliques, mais aussi décès en lien avec des suicides qui peuvent émaner de la pathologie. Et donc évidemment il y a ce premier point, et puis pourquoi maintenant pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place maintenant ? On a mis ça en place parce qu'il y a une augmentation en fait des troubles des comportements alimentaires. Quelques chiffres qui viennent de Cienzano. Pour la tranche d'âge, par exemple, des 18 à 29 ans, on était à 11% en 2013, on était à 13% en 2018 et 18% en 2021. Donc il y a cette augmentation aussi des troubles des conduites alimentaires. Et donc, une des raisons pour laquelle ce trajet de soins a été mis en place. Et puis, il y a des chercheurs qui ont travaillé dans un groupe de recherche au niveau du fédéral, dont Marie Delay, qui est ici, qui est pédopsychiatre et qui a travaillé, qui a fait pas mal de recommandations sur la prise en charge des troubles des conduites alimentaires aussi. Et voilà, le trajet de soins qui est mis en place. Alors, ce trajet de soins, il est élaboré par le gouvernement fédéral au niveau de la santé publique, et par l'INAMI. Alors, comment ça se passe au niveau du trajet de soins ? Donc, dans ce trajet de soins, il y a... on va vous mettre le trajet de soins. Il y a tout d'abord en fait un médecin généraliste qui va déclencher en fait ce trajet de soins. Et puis, après ça, il y a des psychologues... Voilà. Donc là, c'est un peu la présentation que vous allez avoir aujourd'hui. Mais donc, il y a un médecin généraliste qui va déclencher en fait le trajet de soins. Il y a des concertations qui vont être mises en place avec une équipe pluridisciplinaire quand c'est évidemment nécessaire, avec un diététicien, une psychologue. Alors, on a rajouté le kiné. C'est pas compris tip-top dans le trajet de soins tel qu'il a été formulé par l'INAMI, mais on sait que ça fait partie des recommandations. Le kiné qui parlera de sa fonction tout à l'heure, surtout le travail au niveau du corporel. Il faut savoir que dans le trajet de soins, les psychologues, dans les différents réseaux, il y a des psychologues qui sont conventionnés, des psychologues qui sont non conventionnés. Et pour les psychologues qui sont conventionnés, il faut savoir que depuis le 1er février,
C'est gratuit pour la tranche d'âge de 0 à 23 ans. Dans ce trajet de soins, il y a des diététiciens aussi, et ces diététiciens, donc vous aurez droit aussi dans ce trajet de soins à 15 séances par an. Les diététiciens vont expliquer aussi leur fonctionnement. Pour les psychologues conventionnés, quand vous avez l'occasion et la chance de pouvoir avoir un psychologue conventionné, vous avez droit à 10 à 30 séances par an dans le trajet de soins. Voilà, donc un trajet de soins qui se met vraiment dans la politique de santé mentale, trajet de soins qui vise vraiment, en fait dans les réseaux en santé mentale, on vise vraiment le travail qui vont de l'ordre de la prévention, de la détection, de l'intervention précoce, des soins, alors des soins au plus près de la communauté, c'est le rôle notamment des équipes mobiles, des soins hospitaliers, ambulatoires, résidentiels, et puis après, quand on a eu un suivi psychiatrique, comment ça se passe le rétablissement, comment on retourne en fait dans la vie, dans la communauté par la suite. Donc c'est vraiment un trajet de soins qui est élaboré vraiment dans cette politique en santé mentale. Voilà, alors je vais vous passer, parce qu'il y a plusieurs intervenants, vous avez la chance d'avoir plusieurs intervenants avec vous aujourd'hui, et je vais vous présenter Nathalie Decaux qui va suivre et qui va vous expliquer un peu les différents intervenants par la suite. J'ai ce micro-là. Donc nous allons à présent recevoir 3 jeunes femmes qui viennent témoigner de leur vécu, de leur parcours de soins, des difficultés rencontrées, mais aussi et surtout de ce qu'elles ont pu accomplir et de l'espoir d'un rétablissement pour chacune. Pauline, on va commencer par toi. Bonjour. Bonjour Pauline, merci d'être venue aujourd'hui. Et comme tu étais témoignée, c'était très stressant. On a convenu ensemble qu'on allait préparer ton témoignage et que je te poserai des questions pour t'accompagner. Oui. Alors, pourrais-tu nous expliquer ton parcours en quelques mots et comment la maladie s'est initiée dans ta vie? Oui, du coup, pour introduire brièvement mon parcours, je souhaiterais simplement commencer par contextualiser le début de ma maladie. Donc, cela a véritablement commencé en juillet 2017, où j'ai commencé à me restreindre au niveau de mon alimentation, mais sans conscientiser que c'était une restriction liée à un mal-être personnel. C'était vraiment au départ un challenge que je m'étais lancé, où je cherchais simplement à contrôler mon alimentation. Mes parents s'en sont rapidement aperçus et dans un premier temps ont contacté médecins traitants, diététiciens, psychologues, mais étant dans un stade assez avancé de la maladie, ça n'a pas suffi. Et donc, on prit contact avec un psychiatre qui a dès lors posé le diagnostic d'anorexie mentale. Et s'en est suivi une hospitalisation d'urgence. Par après, mon parcours de soins durant ces 7 dernières années s'est accompagné de différentes thérapies familiales et individuelles, de divers traitements et d'autres hospitalisations, dont la dernière date de septembre 2023, donc assez récemment finalement. Voilà. Et à partir du moment où on t'a annoncé que tu souffrais d'un trouble alimentaire, qu'est-ce qui s'est passé? Disons que les 4 premières années, je dirais que j'ai trop accepté la présence de la maladie sans vouloir vraiment en sortir. C'est un peu l'ambiguïté du terme j'accepte la maladie. Parce que pour moi, ça restait vraiment un refuge et une sécurité. Je restais bloquée dans ces mécanismes vicieux que sont ceux de l'anorexie. Et ce n'est que lorsque j'ai fondamentalement changé mon état d'esprit que j'ai refusé de continuer d'accepter la maladie. Et donc j'ai commencé à davantage m'informer, à mieux comprendre ses fonctionnements, et grâce à tout ce que nous avons aujourd'hui à notre disposition pour y parvenir, comme les podcasts par exemple, qui m'ont énormément aidée. C'est donc à ce moment-là que je suis réellement devenue actrice de ma guérison. Et j'ai mis énormément de choses concrètes en place qui m'ont permis d'avancer sur ce processus. Et surtout aussi le fait que toutes ces initiatives venaient de ma part et plus celles de mes parents. Quels sont les éléments importants et essentiels qui t'ont aidé dans ton parcours de guérison? Donc, comme je l'évoquais juste avant, je pense véritablement l'avoir entamé il y a 3 ans.
Avant ça, j'entamais une guérison partielle, dans ce sens que je faisais principalement ce que mes parents me demandaient de faire. Maintenant, je pense qu'il est important de souligner que la guérison n'est pas du tout linéaire. Le fait d'avoir entamé une véritable guérison ne m'a pas pour autant mise à l'abri d'une rechute l'année dernière. Et à ce sujet, il me semble important d'aborder le stade de quasi-guérison. Ce stade où on a déjà bien évolué, mais il nous reste quand même des comportements et des mécanismes de pensée accrochés à la maladie. Et sans vous mentir, je me trouve encore actuellement à ce stade, mais la différence c'est qu'aujourd'hui, j'en ai pleinement conscience et je fais mon maximum pour m'en sortir. J'ai conscience que la vie sans TCA, elle est possible et que surtout, je ne suis pas le TCA. Donc voilà, c'est important pour moi de le souligner. Et pour revenir rapidement à l'année dernière, j'aimerais préciser que je ne vois pas du tout cette rechute de manière exclusivement négative. Ça n'a certainement pas été une période facile, mais aujourd'hui, je la considère vraiment comme ayant été bénéfique à ma guérison. J'ai fait 5 pas en arrière pour en faire 10 en avant finalement. J'ai appris énormément de choses de cette période et j'ai su d'autant plus appliquer des outils qui m'avaient été donnés depuis le début de mon parcours, mais que je n'avais pas utilisés jusqu'à présent. Voilà. Et quels sont les éléments qui t'ont particulièrement aidé? Alors d'un point de vue plus personnel, les choses qui m'ont le plus aidé, c'est bien sûr ma volonté. La communication, même s'il m'a fallu du temps à l'intégrer, ça a été vraiment un élément clé à ma guérison. Ça a permis vraiment une meilleure compréhension de la maladie de la part de mon entourage. Le fait d'avoir été davantage transparente sur beaucoup d'aspects de ma maladie, par rapport auxquels je suis restée très longtemps silencieuse, ça a rendu beaucoup plus facile la gestion du quotidien. D'un point de vue externe, je mentionnerai bien sûr mon entourage familial et principalement mes parents qui m'ont accompagnée tout au long de mon processus et qui m'accompagnent toujours d'ailleurs. Et sans eux, je n'en serais clairement pas là aujourd'hui. Également l'entourage social, au plus je faisais des efforts, au plus je m'ouvrais aux autres et je créais des liens plus forts avec mes amis, ce qui m'a énormément aidée. Également, ça va de pair avec le fait que j'ai pu reprendre petit à petit une vie étudiante et une vie sportive qui m'a d'autant plus motivée. Après, d'un point de vue plus anecdotique, je me disais souvent que lorsque je serais vieille, je ne voulais pas me souvenir de tout ça, que je souhaitais avoir des souvenirs avec mes amis, avec ma famille, de ma vie professionnelle, de mes voyages. Et donc voilà, le fait de me projeter, ça m'aidait beaucoup. Et un dernier aspect de ma guérison que j'aimerais aborder, c'est l'affrontement de mes peurs alimentaires. Je me suis rapidement rendu compte qu'au plus je les affrontais, au plus ça criait dans ma tête, mais au final c'était un très bon signe, parce que c'était le signe que je me battais contre toutes ces voix dans ma tête. Et au fur et à mesure que je répétais mes actions, finalement elles ont fini par diminuer, voire disparaître. Aujourd'hui j'en ai quasiment plus aucune, donc voilà. Et qu'est-ce que tu retires de tout ce vécu? Un premier élément serait le fait d'avoir gardé espoir. Alors ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais c'est réellement le cas, ça m'a permis de tenir tout ce temps. J'aurais bien sûr pas su le faire seule. Toutes les choses que j'ai évoquées juste avant sont des choses auxquelles je me suis énormément raccrochée et qui m'ont permis de croire en la guérison. Un deuxième élément est le fait qu'aujourd'hui je vois clairement la vie différemment. Avec ce vécu, je conscientise davantage la phrase typique de « on n'a qu'une seule vie », parce qu'aujourd'hui, j'ai juste envie de foncer. Je recule beaucoup moins devant mes peurs. Au contraire, je les affronte, et c'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui. C'est la première fois que je m'exprime publiquement sur le sujet, et c'était assez stressant au départ, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et si je devrais dire quelques derniers mots pour clôturer, la chose la plus importante que je retiens, c'est sûrement que la vie sans TCA est possible et qu'elle est même beaucoup plus belle. Donc voilà, j'espère sincèrement que mon petit témoignage sera utile et qu'il sera entendu par des personnes qui en ont besoin. Bonjour, ça fait maintenant 2 ans que je me bats contre les TCA et dans mon cas l'anorexie. Avec le temps, j'ai appris à faire face à la maladie et à gérer mon anxiété. Mon combat n'est pas encore fini, mais je suis sur la bonne voie pour m'en sortir. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'a permis de m'en sortir
Et j'espère que je vais pouvoir répondre à différentes questions que vous posez par rapport à la guérison ou éventuellement des appréhensions que vous avez par rapport à celle-ci. Pour moi, l'important, c'est que j'ai pu être entourée par des professionnels spécialisés dans un médecin traitant, une psychiatre, un psychologue, une diététicienne et une kinésithérapeute. Le soutien indéfectible que m'a apporté mes proches tout au long au quotidien que m'a apporté. Était pour moi une grande aide dans les moments de solitude, lorsque je devais prendre des décisions, quand j'étais pionnière de mes pensées, mais également lorsqu'il m'accompagnait pour aller manger à l'extérieur. Ça m'a permis de retourner vers une certaine normalité et c'était rassurant, car pour moi, aller manger au restaurant, ce n'était pas forcément facile, contrairement à quelqu'un qui n'est pas atteint de troubles alimentaires, pour qui ça aurait plutôt été un plaisir plutôt qu'une crainte. Et je pense que c'est aussi important de garder contact avec nos amis proches, parce qu'à un moment, je me suis coupée d'eux, et quand je les ai retrouvés, en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis aussi de sortir de ma maladie. Même si certaines choses n'étaient pas évidentes à comprendre pour eux au début, petit à petit, ils ont été un soutien important, et ils m'ont aidé à penser à d'autres choses que ma maladie. Une autre chose qui pour ma part était primordiale, c'était de garder un certain rythme, c'est-à-dire de ne pas vouloir aller trop vite ou trop lentement, car c'est tout à fait normal d'accepter que certaines choses prennent plus de temps que d'autres. Par exemple, respecter un certain cadre alimentaire pour que la maladie ne reprenne pas le contrôle, ou encore suivre les recommandations de la diététicienne. Au niveau des proportions globales et pas des grammages, ça m'a aidé à me détacher des chiffres et des calories que je ne devais plus calculer constamment. Le fait de m'accrocher à quelque chose que j'aimais afin de pouvoir m'évader. Et dans mon cas, c'était le dessin, ça m'a permis de faire face aux difficultés du quotidien. Et ça m'a aussi permis d'apporter mon attention sur autre chose, quelque chose qui me tenait à cœur. Me fixer des objectifs futurs, ça aussi été un moyen d'envisager un futur sans la maladie et ça m'a permis de me prouver que je pouvais y arriver. Je pense qu'un point qui a vraiment fait que quelque chose se débloque par rapport à ma confiance en moi, ça a été de réussir à se détacher progressivement du regard des autres et de fonctionner en fonction de ce que moi j'aimais. Ça, c'est quelque chose qui arrive plus tard, avec le temps, quand on avance dans le processus de guérison, et bien sûr, je travaille encore dessus durant les thérapies. Au suivi des soignants, ce qui m'a aidé, c'est qu'ils partaient dans la même direction. Leurs propos se complétaient et je savais qu'ils se concernaient à mon sujet et que ma famille était également incluse dans le processus thérapeutique. Il y a aussi eu des phases de découragement. C'est vrai que le suivi peut parfois sembler long, mais il faut aussi se dire qu'on est là pour nous aider. Et ce qui m'a permis de maintenir ma motivation et de ne pas l'arrêter, c'est la régularité du suivi. J'ai eu des difficultés, parfois j'avais l'impression de régresser, mais en fait ces difficultés, c'était une impression, elles m'ont aidé à affronter mes craintes et mes peurs et à progresser dans la thérapie. Il y a aussi les pensées dans la tête et l'acceptation de ce qu'on n'a pas spécialement envie d'entendre. Et ça, c'est la régularité du suivi, les interventions des différents intervenants qui m'ont aidé à voir mes fausses croyances à travers différentes perspectives. Peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi et comment la maladie a commencé. Je me suis moi-même posé la question. Mais pour ma part, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Ça a été une accumulation de plusieurs petites choses. Ce qui m'importait réellement, c'était de me sortir de cette maladie. Je me suis concentrée sur cet aspect-là. Et je ne me suis pas posé 10 000 questions comme pourquoi est-ce que ça m'arrivait à moi. J'avais conscience du fait que j'étais coincée et que je n'ai pas pu commencer des études à cause de ça. Donc je n'avais pas d'autre choix que d'avancer. Je voulais savoir comment me sortir de cette maladie et non pourquoi est-ce qu'elle était là.
Je dirais que cette maladie, elle peut toucher tout le monde pour différentes raisons. Mais un des éléments qui a fait qu'elle se déclenche, ça a été les réseaux sociaux. Il faut vraiment essayer de se détacher des informations qu'on peut y trouver. Au début, j'étais moi-même forte présente dessus et je croyais les discours des coachs nutritionnels et sportifs que j'y trouvais. Mais en fait, leurs discours m'enfonçaient encore plus dans la maladie. Certaines remarques faites sur mon physique lorsque j'étais plus jeune ont également été un élément déclencheur. Ce qui m'a permis de m'en sortir aussi, c'était ma force de caractère et ma persévérance. Oser dire non, oser pouvoir exprimer ce que j'étais capable de faire ou non. Et les intervenants étaient à l'écoute de mon rythme. Mes objections étaient travaillées en séance, ma régularité, mon honnêteté m'ont également aidée et m'aident encore aujourd'hui à vaincre cette maladie. Voici pour moi des choses qui ont fait partie des difficultés à surmonter dans la vie de tous les jours et qui sont encore difficiles pour moi aujourd'hui. Par exemple, partir en vacances, aller dans un supermarché, dans des magasins alimentaires ou même parfois voir certains aliments à la télé reste difficile pour moi. Car elle provoque chez moi beaucoup d'anxiété. J'ai souvent peur de perdre le contrôle et j'essaie de trouver des solutions afin d'affronter cette peur en réintégrant petit à petit des aliments dans mon quotidien. J'ai encore une phobie sociale qui peut parfois m'empêcher d'aller à des événements où il y a du monde. Durant les thérapies, j'ai aussi appris à passer au-dessus grâce à des questionnements ou encore d'autres méthodes. Mais bien sûr, c'est encore un processus sur lequel je travaille actuellement. Avec le recul, j'ai pu prendre conscience de l'impact de la maladie, de l'importance du contrôle que la maladie avait sur moi. Si je la laissais faire, elle avait le pouvoir de me faire croire que tout ce qui se passait était normal et devait rester ainsi. Au début, je pensais que je ne méritais pas cette aide, car je pensais que je n'étais pas assez malade. Pourtant, si je n'avais pas reçu cette aide, je ne me tiendrais peut-être pas ici aujourd'hui. Reconnaître le fait que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide était la meilleure décision que j'ai pu prendre pour m'en sortir et éviter les rechutes. Voilà, je ne sais pas si éventuellement vous avez des questions. Merci de m'avoir écoutée. Alors pour poursuivre, en fait, il y a une équipe multidisciplinaire ambulatoire de soutien qui a été mise en place au sein du réseau Archipel. Et quels sont les professionnels qui en font partie et quelles en sont les missions. Alors, nous allons avoir Jessica Nodermans et Marine Sistermans qui vont vous en parler. Elles sont respectivement psychologues et diététiciennes au sein de cette équipe. Donc voilà, on va vous présenter donc rapidement entre guillemets l'équipe EMAS, va brièvement parler Barbara. Donc comme vous l'a expliqué Barbara Troyers qui est la coordinatrice du réseau, chaque réseau par province a dû mettre en place une équipe EMAS, donc c'est une équipe multidisciplinaire ambulatoire de soutien qui, dans le cadre du trajet de soins des troubles des conduites alimentaires. Alors, cette équipe est vraiment destinée à soutenir les professionnels et les citoyens dans le processus de soins du trouble alimentaire. Il y a du coup vraiment des missions qui sont définies pour l'équipe EMAS. Il y a au sein de cette équipe une psychiatre, une pédopsychiatre même, un médecin généraliste, 2 psychologues, chez nous en tout cas, il y a 2 psychologues, et une diététicienne. Et donc voilà, chacun avec ses connaissances, sa connaissance du sujet et du terrain, va permettre d'apporter des réponses aux professionnels et aux citoyens à propos du trajet de soins dans sa globalité. Donc Jessica va vous présenter les missions en tant que telles de l'équipe EMAS. Merci Marine, bonjour à tous.
Donc en ce qui concerne nos missions, ce sera relativement court, vous pouvez les voir ici sur la dia. Donc comme Marine vous l'avez déjà dit, une des premières missions en fait, de l'équipe EMAS va vraiment de soutenir les citoyens et les professionnels, dans le sens que ça va être un soutien au niveau informationnel et au niveau de rediriger en fait, vers des professionnels de soins qui seront aptes et compétents en fait, à vous suivre dans tout ce processus. La deuxième mission est d'aider lors de trajets de soins complexes. Comme vous avez entendu dans les témoignages, c'est un processus qui est parfois pas facile. Il y a de la complexité qui peut arriver. Donc voilà, peut-être les professionnels ou peut-être les citoyens vont avoir des questions et c'est là où on va également pouvoir répondre à toutes vos questions et à nouveau rediriger vers d'autres professionnels ou vers des centres d'expertise. Donc on ne va pas trop vous expliquer quid des centres d'expertise, mais il y aura une nouvelle convention qui va aussi être mise en place, qui est en dehors de l'ambulatoire. Donc ici on parlera plus d'hospitalisation, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors pour la troisième mission, notre rôle sera de faire un inventaire de l'offre et des manquements. Donc bien sûr, regardez, l'équipe EMAS travaille au niveau du Brabant wallon, mais chaque équipe des provinces va regarder qu'est-ce qui est disponible en fait, quels sont les différents de nouveaux professionnels, quels sont peut-être, il y a des groupes de parole, peut-être il y a certaines activités qui vont être proposées de nouveau dans le cadre des TCA, mais aussi de regarder les manquements. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que les citoyens ont besoin, qu'est-ce que vous avez besoin en tant que parent, en tant que patient, en tant qu'ami, entourage, fratrie, et donc d'essayer alors de créer des choses qui pourraient répondre bien sûr à ces manquements. Et alors la dernière mission est celle de formation et d'échange d'expertise. Donc de nouveau entre professionnels, il y a des formations qui sont proposées, notamment par l'INAMI. Le rôle d'Archipel et de l'équipe EMAS va aussi être un moment de mettre en place des petites formations, mais surtout voilà, d'échanger l'expertise qu'on a entre chacun professionnel, parce qu'on a tous voilà, un petit grain de sable à ajouter à cette plage. Et alors on a mis ici nos disponibilités, donc vous avez notre adresse mail et notre numéro de téléphone, mais vous avez aussi tous les flyers à l'extérieur avec toutes les informations. Voilà, merci. Nous allons maintenant aborder le rôle de chaque intervenant dans le parcours du soin d'un patient qui souffre de troubles des conduites alimentaires. Alors on va commencer par le médecin généraliste. Le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il va faire à partir du moment où il se rend compte que son ou sa patiente souffre d'un TCA? Et pour ce faire, on accueille le Dr Fuchs, psychiatre au CHC de Liège, pour nous parler de ce sujet. Merci. Eh bien, merci à tous et voilà, que dire de plus après tous ces témoignages. Et donc moi, je suis médecin psychiatre, mais je vais vous parler du rôle du médecin généraliste, ce qui définira peut-être par ailleurs justement ce qu'est aussi le rôle d'un médecin psychiatre, intégrant le côté médical et la problématique psychologique, puisqu'on me demande aujourd'hui de vous aborder la question du rôle du médecin généraliste. Et ce médecin généraliste, son rôle est en train de changer. Et nous sommes ici tous unis, avec beaucoup d'équipes d'EMAS d'ailleurs qui sont représentées pour aller à votre rencontre, pour définir justement ce qui est nos territoires communs, ce qui peut aider, ce qui a permis de développer aussi ce trajet de soins, parce qu'il répond à une demande. Depuis de nombreuses années, et nous avons participé tous à la sensibilisation aux problématiques des troubles des conduites alimentaires pour en améliorer la détection. Et très rapidement, un des manquements qui est apparu, c'est évidemment la difficulté d'accessibilité aux soins et d'avoir un intervenant de première ligne qui soit capable d'écouter, d'accueillir et de comprendre cette souffrance avant même qu'elle ne soit trop développée, trop importante, trop installée, rigidifiée, tunnelisée, pour utiliser tous les mots que l'on a entendus au jour d'aujourd'hui. Et le rôle du médecin traitant, il va être prépondérant. Mais pour assurer son rôle et le soutenir lui-même dans cette démarche, puisqu'aujourd'hui on sait qu'un grand nombre de nos médecins spécialistes, de nos médecins plutôt généralistes,
sont peu spécialisés dans l'accueil des problématiques des troubles alimentaires. Et dès lors, cette réforme de soins de santé, elle permet de véritablement venir accueillir la demande, accompagner pas à pas, dans une sensibilisation qui apporte une meilleure détection. Et pourquoi cette détection précoce? Parce qu'on l'a entendu, c'est un très long chemin. Et c'est un long chemin, même lorsque les problématiques sont dites légères à modérées. Ça sera peut-être le chemin d'un marathon ou d'un semi-marathon. En tous les cas, on va essayer d'éviter que ça ne soit celui d'un triathlon, voire d'un trail de l'extrême, comme parfois je dis, avec parfois la difficulté que, comme on l'a entendu dans nos témoignages, que peut-être au départ, on n'est pas tout à fait conscient de son problème, mais par contre, la famille est déjà au starting block, prêt à affronter le 100 mètres et d'y aller à fond la caisse. Et il va falloir travailler pour accompagner, accueillir les demandes et les demandes spécifiques de la personne et de son entourage. Et pour faire ça, eh bien on le voit, une seule personne n'est pas suffisante et il est nécessaire d'avoir une équipe qui répond aux besoins des intervenants de première ligne, dont fait partie le médecin généraliste. Et son rôle, c'est évidemment de détecter et d'accueillir la problématique des troubles alimentaires, d'avoir la puce à l'oreille quand peut-être un parent vient le trouver en disant « je crois quand même que ma fille ou mon fils », parce qu'on parle souvent des jeunes filles, on a peu de témoignages des jeunes garçons qui pourtant aussi souffrent de troubles des conduites alimentaires et qui passeront bien plus souvent par la problématique de l'hyperactivité physique et de l'investissement hypersportif, plus encore qu'en premier lieu par les régulations de l'alimentation, pour faire face aux défis de l'adolescence et de la complexité de la vie, en passant par le contrôle de soi à travers son alimentation et son image corporelle. Et dès lors, le médecin traitant a besoin d'outils, d'avoir une boîte à outils qui soit mieux étoffée pour comprendre cette dynamique complexe qu'est le trouble des conduites alimentaires, dans sa dimension dont on a parlé et que vous avez très bien décrit de point de vue individuel, mais qui est aussi une crise familiale, pour accompagner chacun des membres de l'entourage dans la compréhension parfois bien compliquée de cette problématique. Et pour ce faire, notre médecin généraliste, il est nécessaire qu'il comprenne ce problème, qu'il apprenne à le comprendre et à pouvoir utiliser tous les moments propices que représente l'accompagnement médical des troubles des conduites alimentaires pour réaliser de petits recadrages, mais bienveillants, et on en a entendu parler, notamment à travers parfois la question du suivi médical, qui permet de travailler aussi les dénis, peut-être la meilleure compréhension sur le lien entre cette fatigue, cette anxiété qui est accrue et le trouble des conduites alimentaires qui est en train de s'installer. De pouvoir utiliser ces moments du suivi, mais aussi de la prise pondérale pour accueillir avec bienveillance les craintes et les peurs qui y sont liées. Ce moment est particulièrement stressant et la façon dont on va y réagir aura de l'importance sur oser continuer à affronter, travailler les croyances erronées de la problématique des troubles alimentaires sur l'image, puisqu'effectivement il y a autant de peur à y rester que de peur à affronter. Et le médecin généraliste a de plus en plus un rôle crucial. Mais nous savons tous que la sensibilisation, elle est encore minime. Certains sont particulièrement intéressés au problème et ont pu faire des formations. D'autres se sentent démunis. Et vous le savez, aujourd'hui, même dans les formations, il y a peu de place, par exemple, sur la question de l'alimentation dans nos formations médicales. Nous connaissons toutes des complications, mais peu de choses sur comment accueillir, rendre légitime la demande, l'accompagner et favoriser la mise en place d'un projet spécialisé. D'autant plus que nous le savons, enfin vous le savez beaucoup plus encore, que nous savons difficile à accéder à ces soins spécialisés parce qu'il y en a très peu et que dès lors, on a vu toute la complexité et en plus ce sont des équipes multidisciplinaires qui nécessitent d'être bien coordonnées, qui doivent apprendre à se parler. Et donc tout le trajet de l'EMAS permet justement d'articuler, de mettre en mouvement cette coordination pour répondre au plus proche
de la personne et de son entourage dans son milieu de vie, en évitant au grand maximum les soins résidentiels hospitaliers, même s'ils resteront vraisemblablement nécessaires, et que des outils semi-résidentiels sont en train de se déployer, dont j'aborderai la question dans le rôle du psychiatre dans la prise en charge du trajet de soins, des troubles des conduites alimentaires. Un rôle essentiel qui nécessite d'être déployé et d'être mieux déployé, mieux articulé avec les autres professionnels de la santé, dont tout l'intérêt de ce projet est MAS-MEA. Je vous remercie. Merci, Dr. Feuys. Alors, quand l'alimentation devient souffrance, peur, calcul, obstacle quotidien, ça devient difficile d'avoir une alimentation, de revenir à une alimentation plus apaisée, variée et suffisante. Et l'intervention de la diététicienne peut alors être vraiment souhaitable et nécessaire. On va donc accueillir de nouveau Marine Sistermans de l'équipe EMAS pour vous en parler. Donc voilà, rebonjour à tous. Voilà, donc moi je vais vous présenter le rôle de la diététicienne, enfin du diététicien dans le trajet de soins. Donc il y a différents canaux via lesquels les patients vont arriver chez le diététicien pour la prise en charge d'un trouble des conduites alimentaires. Dans le cadre du trajet de soins qui est mis en place ici, la normalité, c'est que ce soit le médecin traitant, donc soit le médecin généraliste, le pédiatre, le psychiatre ou le pédopsychiatre, qui pose un diagnostic de trouble des conduites alimentaires et qui oriente son patient vers une diététicienne ou un diététicien spécialisé, c'est-à-dire qui a suivi un bachelier scientifique de diététique et puis qui a suivi des formations complémentaires destinées à la prise en charge des troubles des conduites alimentaires. Une autre des possibilités aussi, c'est que le diététicien, de par son expérience et via différents outils, dépiste un trouble des conduites alimentaires. Et alors son rôle, ce sera vraiment de renvoyer vers l'équipe médicale pour que le médecin puisse établir un trajet de soins, un diagnostic, et puis qu'il enclenche le trajet de soins. Je vais donc moi vous expliquer comment ça se passe au niveau des consultations diététiques et quel est le soutien que la diététicienne peut vous apporter. Alors, la première consultation, elle consiste à établir vraiment un contact entre le patient, le praticien et ou les parents. Dans la prise en charge du trouble des conduites alimentaires, effectivement, ça va être très important qu'il y ait un réel lien, qu'il y ait un cadre dans lequel le patient se sente en confiance. L'idée, c'est vraiment donc de pouvoir instaurer ce climat de confiance au sein duquel le patient ne se sente pas jugé. Donc qu'il ose poser ses questions, qu'il ose exprimer ses pensées alimentaires, ses idées alimentaires, sans avoir à craindre le jugement. Alors, la première rencontre avec le diététicien, elle va aussi permettre au diététicien de connaître le patient dans sa globalité. Donc, le praticien va devoir s'intéresser à toutes ses habitudes de vie, notamment en termes de situation familiale. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Est-ce que tout le monde mange à table à la maison? La manière dont ça se passe à table, ça va avoir de l'intérêt. En termes d'activité physique aussi, par exemple, donc quelle est l'intensité, quelle est la fréquence, quelle place prend l'activité physique et quels sont les bienfaits ou non qu'elle procure. En termes de dynamique de journée aussi, ça va être important de savoir dans quelle situation est le patient. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'il est déscolarisé? Autre chose, il y a plein de situations qui sont possibles. Tout ça, ça va permettre vraiment de connaître les habitudes de vie. Le diététicien va aussi s'intéresser à l'histoire du poids, enfin l'histoire pondérale, notamment en collaboration avec l'équipe médicale, aux autres maladies ou troubles qui peuvent coexister et aux antécédents individuels et familiaux, ainsi qu'aux différents traitements qui peuvent être mis en place par le médecin sur le long terme. Il va y avoir une importance aussi pour le diététicien de connaître les loisirs de ses patients. C'est vraiment un point d'accroche, comme le disait Amandine, c'est de trouver des sources de motivation pour qu'on puisse jouer là-dessus, pour remettre en place une alimentation. Donc ça va vraiment
tel que la Convention le définit, il va y avoir tout un travail motivationnel au sein des consultations diététiques. Alors, on va aussi porter un intérêt aux notions alimentaires que le patient a déjà et surtout à la demande qu'il a. Donc, comme le précisait Pauline, il me semble, le patient est vraiment acteur de sa prise en charge et sa demande va être prise en considération. Et donc, il va y avoir toute une négociation alimentaire autour de sa demande, dans la limite, bien entendu, des objectifs médicaux et du danger médical qu'il peut y avoir. Mais donc, ça va vraiment être important de pouvoir négocier autour de la demande du patient. Alors, en termes purement nutritionnels, le diététicien va, sur base d'une anamnèse alimentaire, donc l'anamnèse alimentaire, c'est un relevé qui permet de connaître les habitudes alimentaires du patient. Donc, le diététicien va évaluer les apports par rapport aux besoins. Le diététicien va aussi, sur base de certains critères, évaluer le degré de dénutrition. Donc, la dénutrition, c'est quoi? C'est le corps qui, en fait, ne reçoit plus tout ce dont il a besoin au niveau nutritionnel, et il y a des conséquences qui y sont liées, que ce soit au niveau musculaire, au niveau cérébral et au niveau de plein d'autres organes d'ailleurs différents. Le diététicien va aussi s'intéresser à la présence ou non de comportements compensatoires. Donc les comportements compensatoires, ça peut être par exemple les vomissements autoprovoqués, la prise de laxatifs, l'activité physique intense. Tout ça, ça va avoir de l'importance dans la considération globale du patient. La finalité, en quelque sorte, du début d'une prise en charge diététique, ça va être de renourrir le patient de manière adéquate, donc c'est-à-dire en s'adaptant aux besoins corporels et physiologiques du patient, mais aussi à ses habitudes de vie qui existaient avant la révélation du trouble. L'idée, c'est pas de dénaturer le patient et ce qui l'anime. On va essayer vraiment de restaurer l'état de dénutrition qui existe, d'y pallier, afin notamment, et je pense que c'est un des gros points de prise en charge en début de suivi, c'est que les conséquences cérébrales soient les moins importantes possibles pour que le patient soit justement disponible au niveau cognitif pour le travail psychologique et pour la prise de décision. Donc ça va être vraiment de pouvoir lui redonner ses capacités cognitives à ce qu'il soit disponible pour tout le travail qui doit se faire à côté de la problématique alimentaire en tant que telle. On va essayer de redonner des repères pour pouvoir réalimenter le patient en instaurant un certain cadre. On va faire cela en fixant des objectifs réalistes avec le patient. Donc de nouveau en insistant sur le fait que le patient est acteur. Et notre rôle, ça va vraiment être de rassurer par rapport à cette reprise alimentaire et à la reprise et ou la stabilisation du poids qui ne se fait pas à n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition. Donc tout ça, c'est vraiment les prémices de la prise en charge, la première partie. Comme les choses sont généralement assez ancrées au niveau des troubles alimentaires, on va mettre des consultations de suivi, on va mettre en place un suivi des patients. Alors les suivis vont être axés sur le fait de réévaluer les objectifs qui sont fixés avec le patient, de les réadapter en fonction de ce qui est possible ou pas, en négociant avec le patient. J'insiste vraiment sur la négociation. En fonction du degré de dénutrition, il y a certaines choses qui vont être imposées en fonction, donc je le disais, de ce degré de dénutrition. Au fur et à mesure des consultations, on va peut-être imposer certaines choses pour répondre aussi en danger médical. On est obligé de pouvoir répondre à ce danger qui parfois existe dans certaines situations. Mais le but, c'est vraiment de définir les choses ensemble la majorité du temps. Au niveau des suivis, il va y avoir du coup tout un travail qui va se faire autour de la structure alimentaire. Donc ça, c'est vraiment ce que je disais un petit peu avant, c'est que la reprise ou la stabilisation du poids, ça ne se fait pas n'importe comment. On essaye de cadrer les choses, de structurer les choses. Il va y avoir un travail autour de la variété alimentaire, de la réintroduction des classes alimentaires que les patients ont bannies. Donc, comme le disait Amandine tout à l'heure, il y a des moments où effectivement les choix alimentaires sont très très restreints dans certains types de troubles alimentaires. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir accompagner dans la réintroduction de ces classes alimentaires.
On va faire ce qu'on appelle de la psychoéducation. Donc la psychoéducation, c'est la transmission d'informations et l'éducation du patient par rapport à la question alimentaire, avec une déstructuration des idées reçues et des fausses croyances qui sont généralement très nombreuses dans le cadre des troubles alimentaires. Le but, ça va être de remettre en place des autorisations alimentaires tout en rassurant le patient par rapport au changement alimentaire qu'il est en train d'opérer. Les suivis vont aussi servir à accompagner les patients face au comportement compensatoire en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. J'insiste effectivement sur la notion d'accompagnement, donc on n'est pas dans le devoir, on n'est pas dans le fait d'obliger, mais on accompagne face à un potentiel changement. Et on part toujours de là où se trouve le patient, bien entendu. Alors, il va y avoir aussi généralement un accompagnement de la famille autour de la gestion des repas. Voilà, les parents se retrouvent souvent dans des situations délicates aussi, et donc on essaye de les accompagner face à la gestion des repas et de rassurer aussi par rapport parfois à cette problématique alimentaire qui existe, mais qui est prise en charge par l'équipe pluridisciplinaire. Tout le travail diététique va donc se faire autour du comportement relatif à l'alimentation, à la relation qu'entretient le patient avec l'alimentaire et à la manière dont il gère cela au quotidien. L'idée, c'est vraiment de remettre en place une certaine flexibilité en déconstruisant certains concepts qui figent vraiment dans le contrôle. Je pense qu'on peut le dire comme ça, on va essayer d'ouvrir le champ des possibles en rendant les choses un peu plus légères, du mieux qu'on peut en tout cas. Je voulais quand même insister sur un point aussi que je trouve important, la question de la légitimité. Je pense que c'est Sarah qui en a parlé. La question de la légitimité dans la problématique alimentaire, elle va exister au sein des consultations. Donc on va avoir des patientes effectivement ou des patients qui vont parfois ne pas se sentir légitimes dans la reprise de poids ou dans la reprise alimentaire, parce que je pense qu'il y a des pensées assez ancestrales par rapport au fait qu'un trouble alimentaire, c'est de la maigreur avec une restriction. Je pense que c'est important d'insister que le trajet de soins reprend justement différents troubles alimentaires, tous aussi valables les uns que les autres. Donc cette question de légitimité, elle est vraiment importante aussi. Pour revenir sur les différentes choses qui vont être abordées dans le travail diététique, on va justement travailler autour de la prévention des rechutes, comme en parlait Pauline. Et ça, l'idée va être, et je trouve que Pauline, tu l'as très bien exprimé, ça va être vraiment d'utiliser les outils et toute l'éducation qui a été discutée en consultation lorsqu'on sent qu'il y a des choses qui reviennent un petit peu. Je pense donc, voilà, il y a le fait de pouvoir réutiliser ce qu'on connaît et de pouvoir aussi redemander de l'aide chez quelqu'un qui connaît déjà tout le parcours. Je trouve que voilà, on est vraiment dans cette idée aussi de prévenir les rechutes qui peuvent exister. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est la question de l'interdisciplinarité. Donc je pense que vous avez compris que le trajet de soins met vraiment en avant la question de l'interdisciplinarité. Donc ça signifie en fait la relation entre plusieurs professionnels de santé de disciplines différentes. Le trouble alimentaire en tant que tel ne sait pas être pris en charge par une seule personne. Il y a un rôle distinct pour chaque intervenant dans le trajet de soins, et je pense que le fait d'avoir ce cadre permet aux patients d'avoir une notion de structure, de cadre et de limite aussi qui est assez intéressante. Ce qui va être très important aussi, c'est la communication entre ces différents intervenants qui va permettre vraiment d'avoir une ligne de conduite, un fil conducteur et d'aller dans le même sens pour le patient. Donc voilà en ce qui concerne le rôle de la diététicienne, du diététicien dans le trajet de soins. Consulter un psychiatre, ça fait également partie du parcours de soins. Et comme on l'a entendu dans les témoignages, accepter la maladie et entamer un parcours de soins, ça demande beaucoup de force et beaucoup de volonté. Et donc, se rétablir, c'est un long cheminement qui va demander beaucoup d'efforts, de la persévérance, du courage et de la patience.
Donc, pour parler de l'aspect psychiatre, nous avons le docteur Fuxinho du CHC. Merci. Bonjour, je suis toujours le docteur Fuge. Et effectivement, c'est le rôle du psychiatre, c'est bien ça, c'est médecin, psychiatre, c'est l'intégration entre la partie médicale d'une problématique, la reconnaissance que c'est bien une maladie, d'où l'importance d'en connaître vraiment les contours pour faire la différence entre la partie malade et la partie de soi, c'est-à-dire cette partie malade qui ne nous appartient pas et qui est celle sur laquelle tous les efforts vont se concentrer, et comme on l'a vu et comme on l'a déjà entendu, avec des approches intégratives et multidimensionnelles. Et quel est le rôle du psychiatre? Alors, il est en train de changer, et l'objectif est aussi, tout nous-mêmes, de nous adapter à la situation. Alors, on a beaucoup parlé effectivement du rôle du médecin généraliste, de la détection précoce, mais si on dit détection précoce, il faut encore activer les soins de qualité qui vont avec et de pouvoir être entendu. Donc, une première des missions, et celle qui j'ai l'honneur évidemment de pouvoir intégrer, c'est dans le cadre de la province de Liège, de faire partie de l'EMAS-MEA qui accompagne les psychologues, médecins généralistes et intervenants de première ligne et diététiciens spécialisés dans la prise en charge des troubles des conduites alimentaires pour faire face à l'augmentation et à cet accroissement massif des troubles des conduites alimentaires, alors vraisemblablement liés à des contextes de société et aussi liés, je l'espère, à toutes ces actions de sensibilisation que nous menons depuis de nombreuses années avec tous mes collègues ici présents et qui sont aussi présents dans la salle pour pouvoir agir plus vite et plus précocement. Mais enfin, il y a des intervenants qui sont venus nous parler. Ce n'est pas parce qu'on parle de détection précoce que ça veut dire que si on n'a pas agi précocement, on ne peut plus rien faire. C'est important pour moi que la première des missions de se dire et de garder, c'est de maintenir mon enthousiasme et de le communiquer aussi dans mon travail collaboratif à mes patientes, à leur entourage, à mes collègues, médecins, somaticiens, pour se dire qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, ce n'est pas une identité, il s'agit bien d'une maladie. Et c'est bien pour ça que le rôle du psychiatre est important. Il s'agit d'une maladie à caractéristiques mentales et à expression nutritionnelle et médicale et somatique. Et donc pour reprendre un mot qui a été dit, puisque c'était aussi la métaphore que je m'étais dite, c'est la question du chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre, il met en lumière son soliste, qui va devoir oser affronter, de jouer la partition de sa vie, le chemin de sa guérison et de son rétablissement. Et le chemin de la guérison, il doit être adapté à la personne et à ce soliste et à son entourage. Et pour ce faire, le soliste a besoin de s'appuyer sur des groupes de musiciens, sur des groupes de professionnels qui vont l'aider à le mettre en avant tout en l'appuyant, l'aidant, le coachant, l'aidant, le soutenant à travers la prise en charge intégrative du côté médical. Il s'agit bien d'une maladie avec des répercussions sévères sur la morbidité, c'est-à-dire sur les risques de maladie ou de conséquences médicales, sur l'aspect nutritionnel, et il s'agit bien, comme on l'a vu aujourd'hui, d'accompagner avec un travail de diététicien spécialisé, vraiment de travailler sur l'alimentation et ses croyances, c'est-à-dire l'expression nutritionnelle du trouble alimentaire, mais c'est aussi d'aborder la question de la maladie mentale, c'est-à-dire que le trouble alimentaire est bien vu comme un problème de santé mentale que l'on peut apparenter à une problématique de dépendance. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin et ce week-end-ci, le 31 mai, c'était la journée mondiale du tabac contre le problématique du tabac, en passant par le cannabis pour rejoindre le TSA. Et c'est pas anodin. C'est pas une trouble alimentaire et c'est pas une dépendance liée à une substance, c'est-à-dire que c'est pas comme le 11e doigt du tabac qui est gênant et puis dont on n'a pas vraiment besoin. L'alimentation, bien contrôler son alimentation, manger sainement, avoir une activité physique régulière, tout ça sont des préoccupations qui sont normales et inhérentes à tout être humain quand on est dans une société d'abondance alimentaire. Et comment faire face à ces défis, parce que ça peut être véritablement un défi. Reconstruire son alimentation, bien manger et en même temps accompagner une gestion émotionnelle normale, adéquate. Et qu'évidemment, le trouble alimentaire
il va s'immiscer dans cette caractéristique première, c'est que lorsqu'on est face à des difficultés, on commence d'abord par essayer, si on est un peu contrôlant, de reprendre le contrôle de sa vie. Est-ce que je vais donc commencer par reprendre le contrôle de ma vie en prenant une meilleure alimentation, une meilleure hygiène de vie, en ce qui me concerne, arriver à l'heure, c'est pas encore gagné, je suis arrivée tout juste. J'ai encore fait trop de trucs ce matin, c'était pas, voilà. Un peu les désirs perfectionnistes, peaufiner tout ce que j'allais dire, est-ce que ça allait être pertinent? Alors je dois me freiner, sinon je vais trop dire et je vais prendre et je vais me réviser toute l'après-midi. Non, je dois laisser pour les autres. Alors tous ces éléments qui font qu'effectivement, à la lueur d'un moment de fragilité dans la vie, et à quel point l'adolescence évidemment est un moment particulier de changement et d'affrontement, de difficultés, et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que peut naître bien évidemment les préoccupations d'alimentation. On va avoir apparaître des comportements qui au départ peuvent être jugés comme plus ou moins normaux, et puis des rigidités commencent à s'installer, c'est-à-dire que la problématique ou la préoccupation alimentaire ou sur l'image de soi vient réparer ou vient apaiser ou mettre de côté une difficulté différente. Et petit à petit, petit pas par petit pas, rigidité par rigidité, le trouble s'installe, la crise individuelle devient familiale, de l'environnement et de l'entourage. Et on en a parlé de jeunes filles qui ont plein de potentiel, de désirs, de projections dans la vie, mais qui se tunnelisent dans un problème qui vient obscurcir et qui fait qu'on ne voit plus ce qui est et qui ne permet plus de voir le bout du tunnel, la lumière, la guérison et toutes les motivations qui font que l'on affronte les difficultés de la vie. Et mon travail, c'est vraiment aussi de rejoindre chaque personne dans sa reconnaissance du problème. Et on a vu que c'est un chemin, c'est un long chemin. Il ne faut donc pas arriver avec des stratégies de changement, alors même que la personne est encore ce qu'on va appeler dans la phase lune de miel du problème. Tout va bien, je gère, tout le monde s'inquiète, mais moi, c'est ok, en fait, j'ai plutôt un sentiment d'apaisement pour une autre difficulté. Ou peut-être parce que la maladie est tellement longue que faire la distinction entre les caractéristiques d'une maladie ou son identité propre devient plus compliqué. Et il est donc important pour que cette partition se mette en lien, joue, s'active, avec que chaque intervenant ait un discours, on l'a vu, qui soit avec des territoires communs. Nous allons tous aborder et rejoindre la question de la complexité des problèmes de l'alimentation, que ça soit sur un côté médical, diététique, psychologique, de ce que cela peut faire. Et peut-être petit à petit, effectivement, aider à mieux comprendre à travers ce travail-là en quoi la problématique, quels sont les contours de la maladie, quelles sont sa définition, qu'est-ce qu'elle vient faire, quelles sont ses conséquences, mais aussi peut-être quelles sont ses causes. Alors souvent, on va chercher, on a tous tendance à faire ça, si je trouve les causes, alors le problème s'arrête là. Ça, nous aimerions tous ce déclic-là, mais souvent, le processus est interactionnel. En même temps que c'est la cause, ça devient aussi une amplification des conséquences. Et l'objectif est véritablement de mettre en place tout un trajet de soins coordonné qui va faire face à cette complexité pour en comprendre quelles sont les étapes nécessaires pour oser affronter le changement, sortir de l'inconfort, mais qui peut être aussi perçu à un moment donné comme une sorte de zone de confort. Confort paradoxal, confort problématique, mais néanmoins, il vient devenir plus facile de rester dans le problème que d'en changer. Et notre action concertée, mutuelle, est de vraiment aider chaque étape de compréhension et d'affrontement des peurs, des croyances irrationnelles et paradoxales que la maladie va installer pour pouvoir s'appuyer sur les motivations, les situations, les guérisons, les projets, les autres, la vie, pour pouvoir travailler et affronter vraiment tout ce travail qui va être fait évidemment par la personne et appuyé par les principaux acteurs de levier et du changement que sont l'entourage et la famille. Et pour ce faire, il y a besoin d'un accompagnement spécifique. Et mon travail aussi, c'est aussi de venir ici, de faire des actions de sensibilisation, aussi d'entendre les besoins, les manquements dont on en a parlé. Et le projet Masméa, c'est aussi d'en faire un inventaire pour mieux mettre en place, parce que face à cette diversité,
évidemment, et par rapport à la déferlante des problématiques et des demandes, et on en a parlé encore à l'interlude, de la difficulté de trouver des équipes spécialisées. Et puis les équipes spécialisées, mais on en a parlé aussi, il faut trouver son équipe spécialisée parce que il s'agit avant tout d'une aventure humaine et il faut trouver la bonne personne pour la bonne personne. Et donc certains conviennent à certains et d'autres pas à d'autres, d'où l'importance d'être dans une équipe et que chacun puisse répondre avec sa dimension humaine à la spécificité, à l'adaptation de tout un chacun. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour tous. Et ce qui est important aussi, c'est que nous soyons le garant que nous pouvons porter la lumière de ce tunnel de l'affrontement du trouble alimentaire pour croire que l'on guérit, et on guérit du problème, quel que soit l'âge. Évidemment, plus on détectera vite, moins longtemps le tunnel sera, et c'est important, mais je trouve que c'est important aussi de dire que qu'importe, cette semaine, je voyais une de mes patientes qui a maintenant 67 ans et qui me disait ce serait bien aussi de porter la lueur de la guérison à mes 67 ans parce qu'elle a eu un long parcours et aujourd'hui, elle est guérie. Et elle est guérie par l'intervention d'une équipe spécialisée sur la prise en charge de sa fille. Et le fait de voir sa fille qui guérissait, de s'être mobilisée, lui a fait prendre conscience de tous les paradoxes de sa propre maladie et de elle-même s'engager dans ce chemin. Et donc j'ai envie de porter son message d'espoir à elle. Il n'y a pas d'âge pour guérir, on guérit à tout âge, parce qu'effectivement, il s'agit d'un travail de mobilisation de la personne sur son chemin, encadré par des personnes qui sont sensibles, qui comprennent le problème et qui vont vous aider à simplifier des étapes extrêmement complexes. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin d'être plus d'un pour ce faire, pour arriver à intégrer toutes ces étapes. Je reste bien entendu tout à fait disponible à vos questions et je passe la parole à ma collègue. Alors, on va aussi avoir besoin de la thérapie individuelle et familiale pour soutenir le patient et les proches tout au long du parcours de soins. Comme on l'a entendu dans le témoignage aussi, excusez-moi, le fait d'être accompagné est essentiel dans le soin. Alors, pour en parler, c'est Jessica Nodermans pour l'aspect individuel et familial. Merci Nathalie et merci Dr Fuchs pour cette... plein de peps au niveau de la présentation, c'est chouette. Je vais essayer d'amener ce peps aussi, mais je ne suis pas sûre. Moi pour parler du rôle du psychologue au sein du trajet de soins, il me semblait être important de parler de ces 5 éléments-ci. Donc je vais y aller élément par élément. J'ai ma collègue qui va switcher les slides. Si jamais il y a des petits bugs, restez avec nous. Donc au niveau des valeurs de base d'un psychologue, c'est vraiment tout ce qui touche autour des règles de bonne conduite qui sont vraiment issues de principes éthiques et déontologiques qui sont au nombre de 4 que vous pouvez voir ici. Et de l'autre côté, c'est un petit peu la traduction concrète de comment les aspects déontologiques sont traduits au sein d'une séance de psychologie. Donc en ce qui concerne le premier point, ça va être vraiment le psychologue est chargé de respecter tous les droits de la personne en ce qui concerne leur vie privée, leur autonomie, leur pouvoir d'autodétermination et bien sûr tout ce qui touche autour de la confidentialité et du secret professionnel. J'aborderai ce point-là aussi un petit peu plus en profondeur par la suite. En ce qui concerne le principe des compétences, donc bien sûr en tant que psychologue, on est chargé de formation continue, on est chargé de proposer des pratiques et des outils pour lesquels on est compétent, mais aussi de pouvoir reconnaître nos limites en tant que professionnel. Reconnaître c'est quoi les limites dans notre rôle, et c'est là à nouveau que je vais souligner cet aspect d'interdisciplinarité, de pouvoir, moi maintenant, j'ai atteint la limite de mon rôle, je vais rediriger vers un autre prestataire de soins qui va pouvoir continuer avec son rôle à lui, qui sera distinct du mien. Bien sûr, quand on redirige, ça ne remet pas en cause la compétence du professionnel. Ça remet juste l'accent sur cette transparence que le professionnel va pouvoir mettre au devant, de dire c'est ma limite, je te redirige, je vous redirige vers quelqu'un qui a ce rôle-là.
Au niveau du troisième aspect, donc on parle de la responsabilité. Donc à nouveau, on est responsable de ce qu'on va partager, on est responsable des soins qu'on va prodiguer, parce que notre responsabilité en tant que psychologue, ça va toujours être d'accompagner la personne dans un souci d'évolution, dans un souci de mieux-être. Mais bien sûr, comme les témoignages vous l'ont dit, moi aussi je suis un petit peu stressée de parler devant vous, c'est que ce processus, il ne va jamais être très très agréable. Ça va être aussi un long processus, mais donc il faut pouvoir quand même accompagner la personne avec cette notion de mieux-être, comme je l'ai dit. Mais l'intention d'un thérapeute ne va jamais être de faire du mal ou d'être dans l'abus. Comme les témoignages l'ont dit, ça va vraiment être de respecter le rythme de la personne, de l'accompagner là où la personne est, d'être à l'écoute et de s'adapter à ses besoins. Au niveau de l'intégrité, donc ici, être intègre en tant que psychologue, ça veut vraiment dire être authentique, être congruent. Donc congruent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un grand mot. Ça veut dire être vraiment en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'on va montrer à la personne qui est en face. Donc un peu avoir cette cohérence entre le verbal et le non-verbal. Et ça va autant pour nous que pour la personne, même si parfois c'est un petit peu difficile pour la personne. C'est aussi être juste et respectueux envers tout le monde, envers la personne qu'on a en face de nous, envers leur famille, envers l'entourage et aussi surtout envers nos collègues. Alors pour conclure ce premier point, vous voyez en bas que l'accompagnement psychologique vise vraiment un travail d'harmonisation autour de 3 aspects, qui est celui du savoir. Donc on va partager donc, à travers un peu de psychoéducation, un peu d'information, certaines théories, certaines choses qu'on connaît. Et à travers le savoir-faire, on va proposer à la personne de mettre en place certains outils, certaines pratiques, et enfin d'aller vers quelque chose qu'on parle du savoir-être, qui sera aussi très indispensable, qui est vraiment toujours pouvoir prendre du recul, pouvoir se positionner en tant que personne, pouvoir se questionner toujours, pouvoir contempler ce qui se passe à l'intérieur de nous, et surtout vraiment intégrer cette présence dans notre quotidien, mais aussi au sein de la thérapie. Alors on peut passer à la prochaine slide. Donc avec tout ça, quel est notre rôle en tant que psychologue au sein du trajet de soins? Donc le premier aspect va être vraiment de créer un espace de parole qui est bienveillant, où il y a tout qui va pouvoir être déposé dans cet espace. Donc bien sûr, comme je l'avais dit juste avant, dans cet espace, on aura toutes les valeurs et les attitudes qu'on va essayer au mieux de mettre en place. Et ce lieu de parole, il va vraiment partir de la demande ou parfois de la non-demande, comme on l'a aussi entendu dans les témoignages. Parfois, la personne n'est pas tout à fait partante pour commencer un suivi, mais c'est OK. On va vraiment partir de là où la personne se situe. Et cette demande, comme je l'ai dit, peut s'élaborer au fur et à mesure des séances. Et on va, en fait, ensemble, que ce soit avec la personne ou avec la famille, dans le cadre de thérapie individuelle, construire vraiment une histoire, un narratif qui a du sens pour tout le monde. Et on va déposer ici la problématique du TCA sur la table. Donc le rôle du psychologue va vraiment être d'aller voir au-delà du symptôme, comme je l'ai dit, et c'est là où, de nouveau, ce travail interdisciplinaire va avoir toute son importance, parce qu'on va savoir que le symptôme va être exploré avec les autres intervenants. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, la diététicienne va ici regarder ce qui va se passer au niveau de l'assiette, au niveau de la structure. Les médecins vont se charger des paramètres physiques et métaboliques. Mais nous, en tant que psychologues, on va pouvoir aller explorer tout ce qui se passe dans notre tête, mais aussi, donc, dans notre tête, je parle des pensées, je parle des croyances, mais aussi tout ce qui va se cacher derrière tout ça au niveau des comportements. Donc, je pense que c'est Pauline qui l'avait dit, sa restriction alimentaire, elle était vraiment liée à un mal-être personnel qu'elle a pu se rendre compte après un certain temps. Je pense qu'Amandine nous a parlé, je ne sais pas, elle est partie, ok, nous parlait qu'elle mangeait ses émotions et qu'elle avait besoin d'exister. Donc ça, c'est des thématiques qu'on va pouvoir, bien sûr, aborder au sein de la thérapie. Donc j'ai vraiment envie de souligner que c'est en équipe qu'on travaille ensemble, non seulement en équipe de professionnels, mais en équipe avec vous, la famille, parce que vous êtes
tout aussi important que la personne. La personne, elle a besoin de vous et vous avez besoin de la personne. Donc c'est pour ça que les entretiens familiaux vont être très très importants, surtout en début de thérapie, quand parfois, comme on l'a dit de nouveau, la demande elle n'est pas trop là. On n'a pas vraiment, la personne elle se pense pas vraiment malade, qu'il n'y a pas de problème. Donc les entretiens familiaux peuvent être ce premier pas de voilà, on est là, on dépose ce qui se passe, et puis éventuellement il y a une continuité vers un accompagnement plus individuel. Donc de quoi est-ce qu'on parle en fait un peu pendant les entretiens familiaux? En fait c'est vraiment l'idée, c'est d'apprendre à se connaître, d'aller un peu explorer comment ça se passe à la maison, c'est quoi les relations entre tout le monde, comment est-ce qu'on communique. Et le plus important à nouveau dans les entretiens familiaux va être de mettre la problématique du TCA sur la table. Donc on va aller voir au-delà de cette problématique et se questionner sur comment est-ce qu'on peut se différencier les uns des autres. Quel va être notre rôle à chacun? Comment est-ce qu'on peut exister de manière différente aussi au sein de notre famille, mais bien sûr tout en collaborant ensemble, tout en se soutenant ensemble. Donc c'est vraiment un peu ce va-et-vient entre j'existe en tant que personne, en tant que membre distinct de ma famille, mais en même temps, ma famille est là pour me soutenir, je suis là pour soutenir ma famille. Alors en ce qui concerne la thérapie individuelle, qu'est-ce qu'on va voir dans cet accompagnement-là? Eh bien, on va voir tous les aspects beaucoup plus individuels, donc tout ce qui va toucher autour de qu'est-ce qui se passe dans mon milieu de vie, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, dans mes activités extrascolaires, qu'est-ce qui se passe dans mes relations sociales. Je pense qu'il y en a une de vous qui parlait de la peur du regard de l'autre, donc on va pouvoir élaborer ça aussi en séance. On va pouvoir regarder les aspects de la confiance en soi, comment est-ce que je peux gérer mes émotions. Donc on parlait aussi de, je ne sais plus c'est qui disait, désolée, oui, comment on va, face à un médecin, quelqu'un parlait de la pesée, c'est le moment où il va y avoir la pesée chez le médecin. En fait j'ai peur, j'ai plein d'émotions à ce moment-là. Et bien avec le psychologue on peut aller travailler cet émotionnel. Comment est-ce que je peux gérer en fait cette étape où je dois aller voir le médecin. Et enfin, bien sûr, comment rester motivé dans un processus qui est long et pas facile. Et voilà, on aura chacun notre manière de le faire, que ce soit la diète, le pédopsie ou le médecin ou le psychologue. Donc, comme vous avez pu aussi le constater, ici je donne vraiment des lignes générales. Donc ça ne veut pas dire que c'est exactement ces choses-là qui vont être élaborées dans un entretien, que ce soit familial ou individuel. Mais chaque témoignage, vous avez pu le voir, a été très différent. Et donc chaque personne va être touchée de manière différente, va avoir des choses différentes à élaborer. Donc ça se fait vraiment de nouveau au cas par cas en fonction de chacun. Et enfin, il est important que le thérapeute individuel et familial soit différent, parce que c'est deux choses très différentes. Bien sûr, il se peut que le thérapeute individuel vienne à rencontrer la famille, ou un membre de la famille pour discuter de certaines choses, bien sûr toujours dans le respect du secret professionnel, et vice-versa. Un thérapeute familial peut bien sûr aussi voir un des membres de la famille en individuel, mais de nouveau en partant de la demande de la famille. Voilà pour ce point-là. Alors en quelques mots sur le secret professionnel. Donc je pense que tout le monde est au courant de ce que ça veut dire le secret professionnel, mais on est vraiment tenu par la loi en fait d'assurer le secret au sein de nos séances, qui permet de donner confiance en fait aussi à la personne ou aux personnes de pouvoir se déposer en toute confiance en fait. Mais il se peut parfois que le secret professionnel soit aussi partagé. Et ça peut se passer dans le cadre d'un trajet de soins, par exemple, comme aussi l'une de vous l'a évoqué, et qui était en fait très porteur aussi, parce que cette transparence entre les différents professionnels ont permis aussi à la personne de savoir que voilà, tout va être partagé. Mais de nouveau, ce partage va toujours se faire en fait, les éléments qui vont être partagés vont toujours être seulement les éléments qui vont être importants pour le travail de la personne, toujours dans l'intérêt de la personne. Donc on ne va jamais donner un dossier complet avec toutes les informations. De nouveau, on reste très spécifique dans les choses qui sont partagées.
Et au niveau d'informations qui pourraient être partagées avec les parents, donc ça on parle plus dans le cadre de patients qui seraient mineurs. Là aussi il y a tout un tas de choses qui sont écrites dans la loi, mais ça part du même principe. En général, le mineur est protégé par la loi, qu'il n'y a aucune information qui est partagée, mais par contre, s'il y a mise en danger ou à nouveau dans l'intérêt du patient pour ses propres soins, pour son rétablissement, pour la santé, il y a certaines informations qui peuvent parfois être partagées, de nouveau avec l'accord du patient, en collaborant avec le patient, en trouvant les mots qui vont être partagés aussi aux parents, de nouveau dans ce souci d'évolution. Voilà pour ça. Alors ici, je vais rapidement parler de ça parce que tous mes collègues en ont déjà bien parlé, mais c'était vraiment pour redire voilà, l'importance de ce trajet de soins, l'atout qui est vraiment cette approche globale, holistique de la personne où chaque professionnel va avoir son rôle bien distinct pour pouvoir accompagner chaque facette en fait, de la problématique des TCA. Et en ce qui nous concerne, juste pour redonner quelques points et peut-être pour rebondir aussi sur ce que les témoignages nous ont partagé, c'est que par rapport au psychologue, il va vraiment aller explorer les éléments qui pourraient influencer en fait, de manière très constructive tout ce qui se passe au sein de cette problématique. Donc je vais m'expliquer en utilisant peut-être les exemples que vous avez donnés. J'espère que je ne me trompe pas de qui a dit quoi, mais je pense que Pauline nous avait parlé de ce qui l'a vraiment aidé, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir en fait, de voir voilà, sa famille, c'est la communication qui l'a aidé, c'est de se dire ben, moi j'ai envie d'aller voir plus loin, et donc elle s'est raccrochée à ça aussi, le fait de pouvoir avoir ses amis, pouvoir en discuter avec eux. Bon, Amandine n'est pas là, mais elle aussi, le contact social était très important. Elle nous parlait aussi de faire du cinéma, qui a été quelque chose sur lequel elle pouvait se raccrocher. Et puis Sarah, je pense que tu nous parlais aussi de le dessin, qui a pour toi été quelque chose de très fort. Mais bien sûr, il y a aussi des choses qui peuvent maintenir la problématique, et ça, c'est des choses qu'on explore aussi au sein d'un suivi psychologique. Donc comment est-ce qu'on peut gérer cette peur de contrôle, comment est-ce qu'on peut gérer le fait d'avoir des remarques de l'extérieur, donc un peu gérer le regard que l'autre a, mais aussi les mots que les autres peuvent déposer. Et enfin, je pense qu'on nous parlait aussi il y a toute cette influence des réseaux sociaux, aussi comment gérer son rapport avec les réseaux sociaux, enfin voilà, pour donner peut-être des choses un petit peu plus concrètes de qu'est-ce qui peut être discuté. Voilà. Et enfin, je terminerai sur quel est le psychologue qui me convient. Donc, comme on l'a aussi entendu, le parcours de choix de professionnel, de choix de psychologue peut parfois être un parcours du combattant. Et donc, j'avais envie de donner quelques pistes pour vous. J'espère que ça vous aidera ou pas. Mais la première chose, c'est que le travail en réseau, à nouveau, va être important. Donc de pouvoir parler en fait aux professionnels autour de vous, à votre médecin de famille, qui peut vous rediriger vers des psychologues ou votre psychiatre, votre diététicienne. Mais c'est là aussi que notre équipe EMAS va entrer en jeu, car vous pourrez nous appeler et on pourra vous rediriger en fait vers des professionnels compétents et de confiance aussi. Bien sûr, comme le docteur Fuchs l'a dit, on pourrait référer vers certaines personnes, mais ce ne sera peut-être pas chaussure à votre pied, parce que voilà, ça peut fonctionner pour l'un, mais pas du tout fonctionner pour l'autre. Donc de nouveau, je pense que, je ne sais plus qui l'avait dit, mais je pense que c'est Amandine qui nous avait dit ça, que voilà, il faut essayer, et c'est en essayant qu'on va trouver ce qui va nous convenir, et une fois qu'on a trouvé ce qui nous convient, on est parti, et on se sent en confiance pour entamer ce processus de guérison. Mais ce que j'avais envie de souligner en fait pour quel est le psychologue qui me convient ou comment le trouver, c'est vraiment de trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance, vous vous sentez en sécurité pour déposer en fait tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez besoin de partager, bien que voilà, tout psychologue vont avoir des outils et des pratiques différentes, et comme je le dis, ça peut convenir à l'un, mais ça ne peut pas convenir à l'autre. Donc voilà, ne perdez pas courage, on va dire, continuez à aller explorer et à poser vos questions aussi aux autres professionnels. Et en fait, j'avais envie d'illustrer ce petit point-là. Tu peux aller à la prochaine dia.
avec, bon, c'est des grands graphes, mais c'est un livre en fait qui reprend des milliers d'études et des centaines de méta-analyses qui ont un petit peu exploré ce qui se passe au niveau de la relation thérapeutique et quels sont les éléments qui sont positifs en fait à une thérapie ou à un processus thérapeutique. Et on voit ici qu'en fait, il y a 30% des facteurs communs. Donc les facteurs communs, c'est tous les facteurs de relation. Donc c'est cette bienveillance dont on parlait, c'est ce non-jugement, cette écoute, cet accueil inconditionnel. Ben ça va participer à 30% au résultat, on va dire, positif d'une thérapie. Il y a 40 autres % qui sont vraiment la très très grande partie, qui vont être par exemple des choses qui sont en dehors de la thérapie, mais qui sont par exemple les ressources de la personne, sa personnalité. Donc comme certains d'entre vous, c'est la force de caractère, je pense une de vous, et la persévérance qui leur ont permis d'aller de l'avant. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être soutenues et mises en avant dans la thérapie, mais ce n'est pas le psychologue qui va mettre une ressource au niveau personnalité dans la personne. Ici, le deuxième graphe, j'avais envie de souligner aussi qu'un autre facteur qui est très important au niveau des résultats d'une thérapie, c'est la contribution de la personne. Donc ici, on reparle de l'importance d'être acteur de sa prise en charge et que... Voilà, c'est ça qui est important et que j'avais envie de souligner ici parce que c'est la personne qui va décider d'utiliser ses propres ressources, qui va décider de mettre en place certains outils. Ça ne va pas être le thérapeute qui va se mettre à l'intérieur de lui et tout gérer à sa place. Mais c'est important aussi de rappeler que dans être acteur de sa prise en charge, c'est aussi rempli d'une certaine ambiguïté parce qu'il y a une partie de nous qui a envie de s'accrocher à la maladie parce qu'on se dit que c'est mieux d'être malade, que ça nous amène quelque chose, et puis il y a l'autre partie qui se dit aussi, en fait, on a quand même envie d'avancer. Donc c'est aussi jongler avec cette ambiguïté qui est présente. Donc le rôle du thérapeute va être de pouvoir s'adapter, à nouveau de respecter le rythme de la personne et de collaborer, de co-construire ensemble quelque chose qui a du sens pour tout le monde. Et pour terminer, j'avais juste envie de rebondir sur le concept des soins intégrés, donc qui est en fait le concept qu'on retrouve beaucoup dans nos conventions et qui reprend 3 points importants ici par rapport à ce trajet de soins TCA. Le premier est d'avoir une offre de soins qui est continue, donc savoir qu'il y aura toujours un professionnel qui sera là pour répondre à vos questions, qu'il y aura la participation de ces plusieurs professionnels qui ont chacun ce rôle bien distinct. Et troisième élément, bien sûr, c'est de toujours s'adapter aux besoins de la personne, de sa famille, de son entourage, de son environnement. Donc votre demande et vos besoins, ils seront toujours centraux et notre équipe sera là pour répondre en fait à cette demande. Donc voilà, j'ai juste envie de souligner que vous n'êtes pas seuls, donc voilà, on est tous là pour vous accompagner. Merci. Alors, accepter son corps, c'est aussi une étape bien difficile. Donc, excusez-moi, notre poids et notre enveloppe corporelle ne nous définissent absolument pas. Apprendre à se poser, à reconnaître et respecter ses limites, c'est aussi tout un apprentissage qui peut se faire à l'aide de la kinésithérapie. Alors, nous allons maintenant l'aborder avec Laurence Gabert, kinésithérapeute. Mon petit copion. Voilà. Alors, j'ai jamais parlé avec un micro, donc ça va être déjà. Alors, la kiné dans la prise en charge des troubles alimentaires, on peut déjà se demander pourquoi, à quoi ça sert, déjà même est-ce que ça existe. Et il y a de grandes chances en fait que vous vous soyez posé la question en voyant kiné dans ce parcours. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être ici aujourd'hui, justement, pour un peu en parler avec vous. Quand on parle kiné, on parle de corps, jusqu'ici tout va bien, on est cohérent. La vraie question à se poser, c'est la définition qu'on donne à ce corps. Par exemple, est-ce que c'est un outil, un moyen de transport, l'abri de notre âme, un amas de cellules, d'organes ou autres fluides, ou l'expression de notre personnalité? Moi, je pourrais dire qu'on peut dire que c'est un peu tout ça.
et que ça dépend bien des gens. Dans le cas des troubles alimentaires, le corps doit être défini de façon plus précise. Il ne s'agit plus de parler d'un problème mécanique comme on entend entorse, lombalgie, mais plutôt d'image du corps. Et cette image du corps est construite selon 3 axes, on va parler en grandes lignes, perceptuelle, subjective et comportementale. La perception de son corps, c'est la longueur de ma jambe, de ma taille, quel espace je prends quand je passe une porte. Ça paraît simple, mais ça l'est pas tant que ça. L'aspect plutôt subjectif, c'est tout ce qui est émotionnel par rapport à ce corps. Et l'aspect comportemental, c'est justement comment on va agir avec ce corps. Est-ce qu'on va avoir envie de se montrer? Est-ce que plutôt on va se cacher? Et comment on vit en fait avec ce corps-là? Et donc on comprend à partir de là que parler du corps seul, ça ne suffit pas. Et que l'aspect psychique est aussi à prendre en compte. Parce que en fait, les deux sont un peu intriqués. Et c'est là que la prise en charge psychocorporelle intervient. Voilà. En fait, on peut parler d'un trouble de la perception corporelle quand il y a une partie du corps qui va provoquer une préoccupation exagérée par rapport à une autre partie du corps. Par exemple, dire « Ah bah oui, j'ai des cuisses énormes, j'ai un ventre énorme », ou même ça peut être le nez, simplement. Voilà. Et que ces problématiques-là, le rapport qu'on a à ces zones-là, va nous gêner dans la vie quotidienne. Et à partir de là, on peut évoquer le mot, la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, elle apparaît quand il y a des biais aussi, des biais dans la perception, dans l'interoception et l'extéroception. Alors l'interoception, c'est tout ce qu'on a au niveau des perceptions internes du corps. Ça peut être la faim, la satiété. L'extéroception, c'est vraiment plutôt l'extérieur du corps, les limites du corps, la douleur. Et parfois, en fait, il y a des petits soucis d'intégration de ces niveaux-là. Moi, en fait, la première chose, c'était... Donc moi, ça fait 5 ans que je travaille avec les troubles des conduites alimentaires. Et il y avait... Au tout début, quand j'ai commencé, il y avait un truc qui m'avait vraiment hyper fort frappé. C'était une jeune patiente qui avait des escarres, donc vraiment des blessures au niveau des points d'appui fessiers, et qui était assise sur une chaise en osier. Oui, j'avais une chaise en osier. Qui s'assoit et puis finalement je vois qu'elle a des escarres parce que je vais la masser ou je sais pas. Je lui dis mais vous n'avez rien dit, vous êtes assise sur cette chaise et il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de remarque de votre part. Elle m'a dit non, j'ai pas senti. Et là je me suis dit ok, il y a quelque chose à travailler quand même. Il y a aussi il y a plein de croyances en fait par rapport au corps, il y a plein de croyances justement sur la fatigue, le fait de bouger, de devoir toujours être dynamique et tout ça, parce que c'est signe de bonne santé, c'est valorisé par la société, l'activité physique c'est valorisé par la société, et donc s'asseoir, se poser, finalement c'est pourquoi en fait. Et donc, ça sert aussi à ça, la prise en charge psychocorporelle. C'est comprendre que tous ces états, ces variations entre, l'activité qui est nécessaire, c'est aussi couplé à des moments où on peut se poser. Et donc, l'image du corps, ainsi que sa construction, est un travail continu, évolutif, influencé par son ressenti, mais aussi par l'environnement. Et donc, il y a eu des commentaires là-dessus déjà, mais... la rencontre précoce avec le jugement de l'autre, le nombre important d'injonctions sur ce qu'il est bon de faire, à qui ressembler. Et là, on en revient aux réseaux sociaux, entre autres. Comme je le disais aussi, la valorisation du sport. Tout le monde dit « ouais, c'est super, tu fais plein de sport, ouais, tu es en forme. » Voilà. Alors qu'en même temps, il est demandé en plus d'être unique, fait que, je ne sais pas si vous aimez un peu la mythologie, mais en fait, les 12 travaux d'Hercule, à côté de ça, c'est rien, quoi. En fait, on demande des trucs on demande d'être à la fois unique et en même temps de coller à un modèle physique, mental. Et je trouve que c'est quand même, beaucoup demandé, surtout à des jeunes, en fait. Enfin, déjà, à des adultes, c'est pas simple, alors imaginez des jeunes. Voilà à quoi ça sert la prise en charge kiné en fait, à redonner la parole au corps, à réapprendre les sensations, à faire une pause. Voilà.
percevoir ce qu'il permet de faire, mais aussi ses limites. Ne plus chercher à la servir pour ses envies ou selon un modèle à suivre, et retrouver une sécurité de base afin de pouvoir construire sa propre identité. Donc délimiter le corps par le toucher, que ce soit celui du thérapeute ou du patient, connaître et reconnaître les différentes structures, les os, les muscles, la peau, savoir les différencier, comprendre la statique du corps, le tonus musculaire, l'ancrage, ça soit par des exercices statiques ou alors la mise en mouvement des différents segments du corps, ou encore le massage sont des techniques qui peuvent être utilisées avec lesquelles je vais travailler. Je reprends sur le apprendre à se poser. Parfois même, pour certaines patientes, au début, simplement s'asseoir, c'est compliqué. Ouais. Apprendre à se poser, gérer la culpabilité ou encore l'anxiété due à l'immobilisme et, osons le mot, se relaxer. Représenter sa silhouette aussi au moyen de différents médias, ça peut être aussi un moyen avec lequel je vais travailler, des tissus, du papier, et la fameuse, pour celles avec qui j'ai déjà travaillé ici, exposition au miroir. En fait, le travail en kiné, c'est aussi peut-être le seul lieu où le toucher va être là et où les mots vont peut-être passer après. Donc vraiment remettre le corps au centre. Et ça, c'est pas forcément possible partout. Ici, c'est aussi l'idée de mettre de côté l'intellectualisation du corps, cesser de le penser et plutôt commencer à le sentir, être conscient du mouvement, de ce qu'il provoque, prendre le temps. Et là encore, le temps, c'est une notion qui est ajoutée à cette prise en charge. Au même titre qu'un travail psychique, l'approche psychocorporelle est un travail de longue haleine et il doit surtout arriver au bon moment. Trop tôt, ça va pas, puis trop tard, c'est trop tard. Et donc, c'est pour ça, moi, dans ma pratique, je vois les patients en moyenne tous les 15 jours, ce qui permet de leur laisser le temps d'intégrer un peu ce qui a été vécu, sans compter qu'il y a aussi beaucoup de rendez-vous de tout type. Il y a la scolarité, parfois le travail, donc voilà, c'est un parti pris de laisser le temps. Pour la kiné, ce sont des séances qui durent 30 minutes, qui sont remboursées par la mutuelle avec une prescription médicale. Et puis en fait, au bout d'un moment, les 15 jours vont passer à 3 semaines, puis à 1 mois, et jusqu'au moment où la patiente elle arrive et elle dit bon, peut-être temps qu'on arrête de se voir. Là, moi je dis d'accord, parce que c'est ça le but en fait, c'est qu'il y ait quelque chose qui se passe, une intégration du corps, quelque chose qui avance et qu'il n'y ait plus besoin au bout d'un moment du travail corporel. Et donc, comme une prise en charge psychologique peut provoquer des réactions somatiques, peut-être des tensions, des sueurs, de la sueur, un cœur qui accélère, mais pas modifier pour autant la construction physique, la prise en charge corporelle peut elle aussi créer des mouvements psychiques, et ces derniers pouvant être repris avec la psychologue, d'où l'importance d'une prise en charge pluridisciplinaire. Et là, on arrive encore à ce point, et vous voyez que c'est important parce qu'on est toutes avec ce point-là de vraiment construire une équipe en fait autour. Moi c'est simple, je ne reçois pas les patients au cabinet s'il n'y a pas un suivi médical, s'il n'y a pas vraiment un psy, tout ça, parce que en fait, la prise en charge d'un trouble alimentaire, ça ne se prend pas seul. Moi, c'est dit aussi dès la première séance où je fais un bilan, où je prends vraiment le temps de parler avec les gens. Je leur dis que voilà, si moi j'ai des doutes, des inquiétudes, je peux tout à fait contacter leur psychiatre, leur psychologue, la diète, et échanger. Donc ça c'est hyper important, tout en rappelant aussi que chaque thérapeute doit avoir sa place et donc que les choses doivent aussi pouvoir se dire au bon endroit. Et ça aussi, ça fait partie des points importants. Et je pense que j'ai fini. On arrive tout doucement au bout, mais si vous avez des questions, les intervenants sont là pour vous répondre. Donc, si quelqu'un veut poser une question, je vous passe le micro. Merci. Et d'abord, merci pour l'ensemble des présentations et toutes ces interventions très intéressantes.
En tant que parent, en fait, on a commencé aussi une des premières thérapies qu'on a accompagné notre fille, c'était où on était vraiment partie prenante. Et donc, on avait des contacts avec plusieurs familles. Et je pense que les parents qui, quand même, accompagnent 90% du temps, ce qu'on vit au quotidien avec nos adolescents, en tout cas, quand ça se manifeste, c'est souvent dans cette période-là. Et donc, les parents sont quelque part aussi un peu thérapeutes, entre guillemets. Donc, en tout cas, on est certainement soutenant. Et on doit les accompagner dans ce qui est prescrit, dans ce qui est préconisé. Et c'est fort important dans tout ce processus de pouvoir parfois échanger avec d'autres parents. Et donc, ce qui pourrait être intéressant aussi dans ce trajet, c'est à un moment donné d'avoir un point de rencontre quelque part entre les parents ou les familles. Parce que, voilà, nous on a eu beaucoup au départ, quand on a commencé, les premières familles qu'on a rencontrées, c'était déjà des gens qui avaient 2-3 ans d'expérience, entre guillemets. Et donc, les conseils et le vécu qu'ils pouvaient nous renvoyer a été fort utile. Et maintenant, on a 6-7 ans d'expérience. Je ne dis pas qu'on a toujours bien fait les choses, mais en tout cas, on a aussi une expérience. De toute façon, les échanges entre les familles, et je dirais même entre les parents, mais pas nécessairement. Ma fille ici, elle a aussi beaucoup progressé, en tout cas beaucoup appris, d'échanges directs avec d'autres adolescents qui étaient à ce moment-là aussi dans le processus de guérison. Et donc, elles s'échangent, elles sont encore en contact, etc. Donc voilà, donc je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un petit point d'arrêt quelque part, à un endroit dans le trajet avec les familles volontaires pour partager et pour être soutenant. Alors, vous avez entièrement raison. Évidemment, les parents sont importants et on en a abordé justement dans les entretiens de famille, mais pas que. Alors là, ici, c'est une première convention, enfin, c'est un premier trajet de soins. Et il va y avoir une nouvelle convention qui va se mettre en place, et notamment pour tout ce qui est thérapie multifamiliale. Et donc, en effet, des lieux où les familles se rencontrent, mais il existe déjà des groupes de parole qui se mettent en place. Il y en a dans le Brabant wallon. Donc, on a bien conscience de ça. Ici, c'est un trajet de soins qui est proposé, qui est financé par l'INAMI. Mais ce que vous dites est évidemment important et est à inclure évidemment dans tout le trajet de soins et dans tout le processus. Mais il y a encore toute une partie qui va arriver dans les mois qui vont venir. Là, c'est un premier trajet de soins et après. Parfois, il est nécessaire évidemment d'une hospitalisation, de soins plus spécifiques en ambulatoire. Ici, l'idée, c'est d'intervenir le plus rapidement possible. Et intervenir le plus rapidement possible, c'est de mettre ce trajet de soins en place assez rapidement. On l'a dit tout à l'heure, les médecins généralistes ne sont pas toujours formés non plus à détecter, les psychologues non plus, et les diététiciens non plus. Et donc c'est d'avoir vraiment des gens qui sont spécialisés pour pouvoir détecter, intervenir rapidement. Mais évidemment, ça ne se fait pas sans les familles, bien évidemment. Pour rebondir sur ce que Barbara vient de dire, c'est qu'ici on doit présenter le premier socle d'intervention qui permet justement d'augmenter l'adhérence aux soins, la prise en charge, d'éviter que les formes se chronicisent et que ça évolue. Et derrière, il y a effectivement toute cette réforme des soins de santé qui structure les soins spécialisés, qui vont vraiment venir s'articuler beaucoup moins dans une prise en charge individuelle que de développer des prises en charge qu'on appelle semi-résidentielles, donc des thérapies de groupe spécialisées, parce qu'on aurait pu faire tout un pan sur les groupes qui offrent à la fois une structure spécialisée et en même temps implémentent la notion de la paire aidant, c'est-à-dire effectivement à travers ces groupes, quand une famille dit à une autre, nous aussi on est passé par là et c'est que c'est dur, mais allez-y et ça va vous aider. Pour nous en tant que thérapeute,
10 séances économisées, ça veut dire une personne de plus que l'on peut accueillir, et c'est la même chose dans les groupes de parole. Donc tout ça, c'est vraiment un socle qui est en train de se mettre en place pour pouvoir augmenter la pertinence vers des groupes spécialisés qui viennent s'articuler sur l'activité de première ligne et qui permet d'aller vers des centres spécialisés et de revenir à la première ligne qui, elle, est à proximité et avec un projet aussi qui offre une gratuité des soins, parce que c'est aussi toute la difficulté de ces prises en charge quand on les combine. C'est quand même quelque chose, donc c'est important qu'on offre ça, et c'est vraiment toute une réforme qui est en cours. Mais je vais dire essentiellement ce qu'on s'est dit à la pause. Donc je suis enseignant alors tous ces jeunes qui ont ce type de troubles du comportement alimentaire ont des parents, mais ils ont aussi une école. Et donc, ils se trouvent chez nous aussi, ou parfois plus. Et je suis très, très content d'être ici pour découvrir ce trajet de soins, mais je pense que c'est quelque chose, c'est une information qu'il faudrait systématiser et développer auprès des écoles, parce que nous aussi, parfois, nous pourrions renvoyer vers vous. On est parfois fort démunis face à des difficultés que l'on constate et des suspicions que nous avons, et parfois pas toujours la bonne personne vers qui renvoyer. Donc je pense qu'il y a peut-être un partenariat qui serait intéressant avec les écoles. Et aussi peut-être pour aller plus loin, comment nous pouvons également agir, parce qu'ils sont sous le coup de l'obligation scolaire, et donc dès qu'ils ne sont plus dans une structure, que ce soit à l'hôpital ou autre, ils se retrouvent inévitablement et par obligation dans nos structures scolaires, et qui sont souvent extrêmement inadaptées à leurs besoins du moment, et donc de voir un petit peu ce qu'on pourrait mettre en place, peut-être de manière proactive, pour justement faciliter ce trajet. Merci pour cette question, parce que et content que vous soyez là, puisque cette journée, évidemment, enfin cet après-midi, c'est vraiment pour la première ligne, et les écoles font partie évidemment de la première ligne. L'idée ici, c'est on va rencontrer évidemment les centres PMS, les centres PSE, ça c'est l'objectif de cette équipe. Il faut savoir que le projet il a débuté le 1er février, donc c'est quand même très récent, et donc ça c'est déjà une première approche que l'on a aujourd'hui. On voulait vraiment accueillir la première ligne et les citoyens, les familles. On voulait partir de là, mais ce que vous dites est évidemment très important, c'est les écoles, les PMS, les PSE font partie pour nous des acteurs de la première ligne, et donc c'est de donner évidemment un maximum d'informations sur l'existence des équipes EMAS dans chaque province, de savoir qu'il y a un numéro de téléphone, on peut le remettre, ce numéro de téléphone, en tout cas pour le Brabant wallon, il y a des flyers là devant, c'est de téléphoner à ce numéro de téléphone. Il y a des séances d'information qui vont se mettre en place. Alors la question que vous posiez, c'est et après, quand ils se font hospitaliser, comment ça se passe le retour à l'école? L'idée aussi, c'est de pouvoir faire lien après l'hospitalisation, c'est qu'il puisse y avoir un relais. Moi, je ne l'ai pas dit dans mon parcours, mais je travaillais 20 ans en fait à la clinique Laramée. Et à la clinique Laramée, on travaillait avec l'école Escale, qui est une école à l'hôpital. Et l'idée était chaque fois que quand un patient retournait à l'école, c'est qu'il y ait une collaboration avec l'école à l'hôpital qui suivait le patient dans son parcours scolaire et l'école d'origine, la direction, le titulaire. Donc il y avait quand même cette idée-là. En effet, je vous disais, les réseaux de santé mentale, c'est vraiment s'occuper de la prévention, de la détection, de l'intervention précoce, des soins et du rétablissement. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et donc l'importance du lien qui se met en place, et puis quels aménagements on fait, comment ça se met en place. On parle de l'école, mais on parle aussi quand ils sont hospitalisés, qu'ils ont des contrats de poids, que les hospitalisations durent longtemps. Et après, comment on fait avec le retour en famille, comment ça se prépare, comment ça se met en place. C'est pas rien. Et donc c'est vrai que ce trajet de soins, l'idée c'est comme on sait tout ça, c'est d'intervenir le plus rapidement possible pour
dans la mesure du possible aussi, pouvoir éviter des hospitalisations. Donc voilà, il y a tout ce... Mais vous avez entièrement raison, vous êtes un acteur très très important dans la prise en charge de ces patientes aussi. Mais on parle des TCA, mais de manière générale pour toutes les problématiques qui sont liées aux jeunes, quoi. Oui. Je peux me permettre d'appuyer pour appuyer sur ce que Barbara disait, effectivement, donc on a déposé les affiches dans certaines écoles. Moi, j'ai un petit peu échangé avec une des secrétaires. Notre but, c'est vraiment de pouvoir appuyer sur plein d'intervenants avec lesquels... Enfin, je pense que la devise des réseaux, c'est un peu la santé mentale, c'est l'histoire de tout le monde, voilà, et pas seulement des praticiens en santé mentale. Et donc, je pense que notre rôle, c'est de pouvoir appuyer le plus possible là-dessus sur tous les intervenants qui existent, qu'ils soient praticiens en santé mentale ou pas. Et comme le disait Barbara, voilà, c'est un projet qui est tout nouveau, donc on va essayer de mettre le plus de choses en place possible. Oui, et donc si vous voulez contacter les écoles, sachez que ce n'est pas le cas systématiquement, mais dans de plus en plus maintenant d'écoles, j'ai des homologues, c'est-à-dire des coordinateurs concernant tout ce qui est aménagement pour élèves à besoins spécifiques, et ils rentrent dans cette catégorie. Et donc, peut-être de chercher à contacter ces personnes dans les écoles, parce qu'eux vont préférentiellement faire le lien, ils vont comprendre en fait de quoi vous parlez, parce que la secrétaire dans l'école ne va pas forcément comprendre de quoi on parle. Et alors, c'est assez récent aussi, mais il y a un nouvel intervenant qui gravite autour des écoles, ce sont les pôles territoriaux. Les pôles territoriaux vont également avoir un rôle à jouer dans le cadre de ces besoins spécifiques. Et les écoles, chaque école collabore avec son pôle territorial qu'elle a choisi. Et donc ce serait intéressant aussi que vous ayez ce contact-là. Tout à fait. Merci. Alors pour répondre aussi à votre question, en fonction des territoires, aujourd'hui ce qu'on essaie c'est d'uniformiser sur la Belgique, la Wallonie aussi, et donc toutes les initiatives qui ont été prises, parce que les plateformes psychiatriques et notamment les plateformes et les réseaux infanto-juvéniles en fonction des territoires ont déjà mis des initiatives. Par exemple sur la province de Liège, il existe une permanence téléphonique qui est dédiée aux écoles, aux PMS, pour pouvoir justement orienter, accueillir les demandes qui viennent de ces intervenants. Donc ça va dépendre, et donc c'est l'intérêt aussi du projet MASMEA, c'est de faire un inventaire de toutes les initiatives qui ont été faites un petit peu, peut-être par intérêt particulier, pour voir ce qui peut être fait, uniformiser et tenir compte des expériences des uns des autres pour pouvoir enrichir et faire en sorte qu'on ait une meilleure couverture et une meilleure stabilité sur l'ensemble du territoire. Bon, allez, je vais faire un petit mot de la fin alors. Déjà, merci. Merci d'être venu. Je pense que c'était important pour nous d'organiser ça le 2 juin. Je remercie quand même l'association professionnelle des diététiciens et Véronique Joris quand même, qui est une diététicienne qui travaille notamment à la clinique Laramée, mais aussi en ambulatoire. Qui m'a contactée et qui a dit mais tiens, le 2 juin, c'est le moment de mettre quelque chose en place et de le mettre surtout en place pour les citoyens. Il existe des journées pour les professionnels, mais pour les citoyens, ça n'avait pas encore été mis en place. Donc déjà, merci à toi, Véro, pour avoir initié. Voilà, c'était important. Plusieurs choses me viennent à l'idée, après avoir entendu tout le monde, avoir entendu les témoignages. Je remercie encore vraiment beaucoup pour vos témoignages. C'était important de commencer par vous aussi, parce que ça prouve à quel point ce trajet de soins il est important. Les échanges que j'ai pu avoir après aussi à la pause des parents qui me disaient mais en fait... ça arrive peut-être un temps trop tard pour nous, même si c'est pas encore trop tard, mais c'est important parce qu'on s'est senti fort démunis en fait. On ne savait pas vers qui se tourner, et donc le fait qu'il y ait cette initiative-là qui se met en place, voilà, de ce que j'en entends, ça répond vraiment à des besoins. Les petits mots qui sont apparus dans les présentations, c'est trouver son trajet de soins. Déjà trouver un trajet de soins, mais trouver son trajet de soins. La bonne personne
pour la bonne personne. On l'a dit, hein, il y a plusieurs intervenants dans ce trajet de soins, mais peut-être qu'il faudra en essayer plusieurs, parce qu'il faut trouver celle qui vous correspondra, en tout cas celle qui correspondra à qui vous êtes. Autre chose que je trouvais, c'est en fait dans tous les échanges que vous allez pouvoir avoir sur les personnes qui vont pouvoir vous suivre dans ce trajet de soins, c'est au final comment est-ce que vous allez pouvoir retrouver une sécurité de base. Je trouvais que c'était vraiment un mot important et c'est ce qui se crée dans un lien qui peut se mettre en place au niveau thérapeutique. J'aimais bien aussi, en fait on l'a tous fait aujourd'hui, c'est apprendre à se poser. Je trouvais que c'était important et merci de vous être posé avec nous aujourd'hui. Ce que vous avez dit aussi, les échanges évidemment entre familles, c'est vraiment très, très important. Voilà, j'espère en tout cas que ce trajet, ça vous aura donné des idées ou en tout cas des pistes d'intervention. Je remercie vraiment tous les intervenants, Véro évidemment pour avoir initié, mais surtout, je voulais remercier Nathalie, Nathalie Decaux, qui a eu une ASBL, qui n'a plus une ASBL actuellement, mais qui a été pendant combien d'années ton ASBL, Nathalie ? J'ai fait ça pendant 7-8 ans. 7-8 ans, qui était anorexie et boulimie ensemble, qui était une ASBL qui était dans le but justement d'aider les citoyens, d'être au plus proche des besoins des citoyens. Et donc c'est quand même... On n'avait pas beaucoup le temps d'organiser tout ça et Nathalie nous a beaucoup aidé dans l'organisation, dans la coordination. Et donc voilà, je te remercie aussi d'avoir mis tout ça en musique. Voilà, mais juste dire merci. Merci à tout le monde. Et puis n'hésitez surtout pas à téléphoner les différentes équipes EMAS qui sont là sur toutes les provinces. Voilà, merci beaucoup.